On voulait finir ce colloque par un moment conclusif, mais aussi un peu prospectif. Et donc, en demandant à Adrien Roux, ici présent, de voir un peu ce que toi, tu avais retenu alors, tu es arrivé, je crois, que ce matin, mais de ces échanges. Puis, bon, tu suis les travaux de l'Observatoire des libertés associatives, dont tu es un des membres fondateurs depuis de longues années. Où est-ce que tu en es un peu qu'est-ce que tu retiens de tout ça et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je te présente quand même en quelques mots. Donc, Adrien est coprésident de Justice Ensemble, qui est une organisation qui lutte pour créer des syndicats d'habitants sur tout un ensemble de sujets et qui essaye de promouvoir le rôle démocratique des contre-pouvoirs, que ce soit de locataires, de riverains dans des milieux ruraux, que ce soit des groupes discriminés. Et c'est notamment de par les répressions que vous avez connues avec l'Alliance citoyenne à l'époque, à la fois dans vos mobilisations sur le logement que contre les discriminations que vivaient les femmes musulmanes, que tu en es venu aussi à t'intéresser aux questions de répression, qu'on a aussi intensifié nos collaborations avec l'idée que mieux comprendre les dynamiques répressives pouvait être un moyen de renforcer les capacités d'auto-organisation. Et donc, c'est aussi beaucoup comme ça que la collaboration entre militants associatifs et chercheurs est née via l'Observatoire des libertés associatives. Et donc, voilà, tu as ce rôle au sein de Justice Ensemble. Tu es également le président de l'Institut Alinsky, qui précisément est un think tank qui essaye de faire vivre ces idées-là. Et donc, voilà, au terme de ce colloque, toi, c'est quoi un peu la perspective et les pistes que tu retiens pour approfondir un peu cette idée du rôle démocratique des contre-pouvoirs dans la période autoritaire que l'on vit? Vaste sujet. Ouais, merci. Oui, non, moi, j'avais pris un peu plus la commande sur une proposition en fait, d'ouverture. Effectivement, moi, on va dire, ça fait 15 ans, ce mois-ci, que j'organise des contre-pouvoirs, que c'est vraiment à temps plein, quoi, dans les quartiers populaires de Grenoble et d'Aubervilliers, sur les multinationales, donc avec l'association Alliance citoyenne, donc sur les multinationales avec les syndicats de travailleurs des centres d'appel ou les paysans victimes d'accaparement de terre de Bolloré, et plus récemment donc avec Justice Ensemble dans les campagnes sur les questions d'agro-industrie. Et c'est vrai que c'est une question centrale. Je me dis, tiens, aujourd'hui, comment on fait pour les défendre? C'est comment ma grosse question, c'est de dire comment on fait pour qu'il y ait plus de monde qui fasse ça. Euh, ma, Quand j'y réfléchissais, je crois qu'un des trucs qui a été le plus dur, moi, dans mon expérience de ça, c'était quand même la marginalisation. C'est pas tout à fait peut-être consensuel d'ailleurs, mais c'est la marginalisation par rapport aux autres associations. En gros, moi, presque, on va dire, on dit protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Je crois que c'était pas. En tout cas, on s'attend en fait un peu à les gens sur qui on fait pression, que ça génère de la répression, hein, les dirigeants de bailleurs sociaux, les élus, et effectivement, je sais pas, le directeur local d'usine de Bolloré ou autre. Mais là où c'est dur à subir, c'est effectivement les coups de côté. Et en gros, dans les quartiers HLM, le jeu des assauts de locataires, CNL ou CSF, dans tous les droits, quand on défendait les droits des femmes musulmanes, Unicité, voilà, qui nous fait des coups dans le dos en bloquant les services civiques ou les centres sociaux, là encore, qui empêchent les gens d'accéder aux salles parce qu'ils ont le maire derrière. En fait, il y a quand même un peu ce sujet-là, à me dire, tiens, dans ce monde associatif, derrière le grand système d'amitié, il y a quand même un enjeu peut-être un peu clé à ce niveau-là, quoi, d'arriver au sein des associations, comme c'est coûteux de sortir de la loyauté, comme ce qui est encouragé, vous l'avez bien dit, on aime les assos quand elles sont neutres, et derrière neutre, on entend loyal au pouvoir ou en tout cas au système existant. Et donc, du coup, comment encourager et mieux protéger ceux qui le font. Notre expérience à Grenoble, qui a été un peu contre-intuitive, ça a été quand même ce rôle décisif des droits d'interpellation. Et un peu après coup, là, aujourd'hui, de manière un peu tactique, je crois vraiment à ce truc-là. Mais je crois, donc les droits d'interpellation, on en a discuté un peu ce matin pour ceux qui étaient là, mais je pense qu'il faut le penser pas comme ça a été décrit, c'est-à-dire pas comme un outil de démocratie participative, mais peut-être vraiment le penser comme un outil de protection contre les répressions. Parce que c'est le rôle que ça a joué pour nous quand
on avait des syndicats de femmes musulmanes qui se battaient pour l'accès aux centres de formation, aux salles de sport ou des piscines. Et en fait, le passage par la pétition a joué un rôle décisif. Et en tirant un peu le fil, je me disais, tiens, en fait, quand même tactiquement, parce que là, c'est vraiment à ce niveau-là de réflexion qu'on en est, quoi, dans un contexte quand même difficile, dans quelle mesure, tiens, ces systèmes de pétition pourraient être pensés comme un outil de protection, pas pour les individus, mais pour les assos qui sont, en fait, pour les assos qui s'en saisissent. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut porter une cause, en gros, on fait ce détour par faire signer la pétition, c'est-à-dire qu'en tant qu'asso de locataire HLM, je passe par le système de droit de pétition. C'est comme une manière, entre guillemets, de m'enregistrer et de compter, de dire, tiens, derrière les pannes d'ascenseur ou derrière la demande de rénovation énergétique du quartier, eh ben, il y a les 150 habitants qui font ça. Et un peu comme c'est le cas des syndicats ou, j'y reviendrai, peut-être de ce type d'associations particulières qui sont les partis politiques, qui, elles, se comptent par les élections, et ben en fait, le fait d'avoir joué là, bah, ça me donne un certain nombre de droits, ce qu'on appelle les droits d'interpellation. Le premier, c'est le droit au dialogue. On ne peut pas plus me mettre à l'écart. Donc, ce qu'on a vu avec l'Observatoire des libertés d'association, c'est que ce qui va avec toute répression, c'est la disqualification et une certaine mise à l'écart. Et donc, en fait, ce droit au dialogue qui a l'air un peu cucu comme ça, le fait d'avoir accès, dès que j'ai 50 pétitions, aux salles de la mairie, à l'adjoint, voire au maire ou au cabinet, eh ben, ça neutralise en partie la dynamique de répression. Euh, Peut-être qu'une asso qui a fait des pétitions, bah, ça pourrait ouvrir aussi les droits de protection. C'est-à-dire que si jamais j'ai fait des pétitions et que l'année d'après, on me coupe les subs, bah, peut-être que je pourrais avoir un recours contre ces coupes que, en gros, un peu comme le cas des salariés protégés dans l'entreprise. Bah, quand un salarié protégé est licencié, eh ben, il y a plus de possibilités de recours que quand c'est un salarié lambda, c'est-à-dire quelqu'un il est vu comme à risque parce qu'il a une activité syndicale. La communiqué aussi, c'est peut-être d'imaginer, ça on l'a dit un peu, c'est qu'il y ait des financements spécifiques pour cette activité d'interpellation. C'est-à-dire, en gros, en vrai, les assos, leur grosse de l'activité, c'est quand même des types d'activités, on va dire, de type social, sportif et culturel. Et donc, le gros des subventions, c'est pour ça. Même les FDVA ou autres. Et, euh, et plutôt que de dire que l'activité d'interpellation, elle soit prise sur ça, d'imaginer qu'il y a un financement un peu distinct. Et ça, c'est ce qu'on avait commencé à réfléchir avec le fonds d'interpellation, et qui est vraiment pensé sur ce type d'assos qui sont les partis politiques. C'est-à-dire que les assos qui jouent le jeu des élections, si elles ont un certain nombre de voix, au bout de, elles se voient reverser de l'argent public pour rembourser les frais de la campagne électorale. Si elles ont eu des bons résultats, si elles ont fait des campagnes, l'année d'après, elles ont des subventions un peu systématiques parce qu'on leur voit reconnaître un rôle pour l'animation du débat public. Et donc, peut-être effectivement les assos, et il y aurait des assos qui seraient peut-être spécialisés là-dessus, mais un centre social qui va faire une campagne d'interpellation dans le quartier, ou l'asso de parents d'élèves qui met un peu plus d'énergie par rapport à comment ça se passe le périscolaire, et bien effectivement, en faisant cette activité, aurait des remboursements de frais d'activité qui sont vraiment sur le même modèle que les partis politiques de ça. Et donc, on se protégerait en partie, en gros, de un peu cette grande confusion. Et les assos, voilà, comme moi j'étais dedans, qui sont dans le monde associatif, mais qui sont un peu aux marges parce qu'elles font le conflit de loyauté, et ben effectivement, on se retrouve dans un champ avec un peu plus de régulation et un peu moins la jungle. Et du coup, le registre, quand on creuse, en plus, il y a quand même des vrais outils. Le registre du financement et de la connaissance de ces associations qui sont le parti politique, je pense que c'est vraiment fertile. Et au niveau local, ça peut être assez facile à organiser. J'y reviendrai. Et c'est quand même ça la bonne nouvelle. C'est que même dans le cas d'un État aux mains du Rassemblement national, tant qu'il n'y a pas de changement de régime, il y aurait vraiment de la place, en gros, pour construire localement ces pépinières associatives. Donc, pensez les assos comme voilà, ces petits partis, ces porteurs de cause, mais l'autre volet aussi, c'est de le penser à partir de ces pétitions, de se dire en fait, comme les syndicats, quoi, que ce soit ces pétitions un point de départ et pas un point d'arrivée. C'est-à-dire qu'on fait on fait une pétition on est dans la campagne, on fait une pétition sur les méga-bassines, ça nous fait un peu de protection, on a accès aux locaux publics, mais après on peut continuer et monter la pression graduelle avec des manifestations, avec des occupations,
mais on a quelque part été mis dans cette case-là que l'État, en tant qu'institution, reconnaît et donne accès à des droits. Et même aujourd'hui, par exemple, un truc comme le CCIF sous pression sur son truc, et ben on pourrait reconstruire ou avoir des antennes locales parce que tu fais une pétition contre les exclusions des femmes musulmanes qui portent le voile dans les centres de formation ou dans les clubs de sport. Et ben l'asso local CCIG, le Centre pour les femmes de Grenoble, quoi, qui pop-up comme ça, a un système de protection au niveau local qui vient neutraliser en partie la machine à réprimer d'État, y compris sur des champs comme l'islamophobie. Et au sein de Justice Ensemble, moi, ce qui on va dire, m'encourage ou m'inspire dans cette pensée-là, c'est qu'en pensant cette fonction associative comme les syndicats, on voit aussi bien comment s'articule la pétition locale, la petite bataille locale dans tel quartier HLM, avec la possibilité d'un mouvement plus large. Si jamais au niveau de chaque HLM, de chaque quartier, on arrivait à neutraliser ça, ce sur quoi on passe tellement d'énergie aujourd'hui, qui est galérer pour avoir une salle, qui est arriver à négocier pour les réparations d'ascenseurs, si jamais le système de protection, en gros, était débloqué là-dessus, et ben, l'énergie se libérait pour faire plus de liens avec les autres syndicats de locataires de la ville ou de l'agglomération, donc faire le lien en intercommunalité, là, comme on parlait ce matin, avoir aussi un peu plus de temps pour que ces actions, pétitions locales, on entend, on voit qu'elles ont été aussi menées dans d'autres villes, et ben, on peut se réunir et refonder des mouvements, en gros, des plans de quartier populaire, de locataires HLM, qui auraient un potentiel de transformation assez radical, du coup, du service public en articulant le local et l'échelle nationale. J'ai un peu cette impression-là, moi, que ce qui a été construit, en gros, au niveau historique et au niveau du mouvement ouvrier, ce qui a vraiment fait reculer les inégalités sociales et les inégalités politiques, ça a été l'organisation de masse de la classe ouvrière. Qui a fait qu'il y a eu des élus qui n'étaient pas issus de la bourgeoisie, qui fait que... au XXIe siècle, il y aurait effectivement, en pensant une partie de l'activité du monde associatif comme des syndicats d'habitants sur le territoire, des syndicats d'usagers des syndicats d'usagers de services publics, locataires HLM, parents d'élèves, usagers des transports en commun, et en libérant le système de droit, on ouvrirait la possibilité à la fois à faire mouvement, mais à faire effectivement des organisations de masse qui font école de la démocratie, on apprend à revendiquer, à négocier, et qui, plus structurellement, ont vraiment ce potentiel de transformation démocratique et de faire reculer les inégalités. Donc voilà, je crois qu'il y a dans ce volet-là, en gros, avec cet outil tactique, ce potentiel. La bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il y a une opportunité locale à la diffuser massivement. En gros, dans le calendrier, l'année prochaine, c'est les municipales 2026. Et ensuite, c'est seulement en 2027 qu'avec les élections nationales, le risque est sérieux d'avoir le RN qui prend le contrôle de l'appareil d'État est là. C'est dans cet ordre. La fenêtre est un peu courte, mais comme je disais, même le moment où ils seront là, on a la place, si jamais ça a été assez massif, ces dynamiques-là de protection et d'encouragement. On a dans 1000 quartiers de France des assos qui retrouvent une capacité d'interpellation, de pétition, d'action collective, qui seront autant de contre-pouvoirs pour arriver à faire face à ce qu'on va ensuite se prendre dans la gueule, et qui même à plus long terme pourrait être vraiment, en se fédérant, une vraie force pour non seulement défendre les droits locaux, mais aussi rendre possible ce qu'on a besoin, c'est-à-dire une vraie révolution démocratique, sociale et écologique. Certains d'entre vous voudraient réagir. Madame, les centres sociaux sont dans la place. Donner quelques minutes, on est à 5 heures, on remballe, on va profiter du soleil lillois, mais quand même. Justement, donc je partage ce que vous avez pu dire, mais juste on parle beaucoup PV, quartier, ce matin on avait des grosses villes, mais il y a plein de trucs qui se passent aussi pour les associations dans les ruralités, et je peux vous dire que ce n'est pas les mêmes réalités justement, et que sur les questions de liberté associative et de démocratie, dans les ruralités, et ben, c'est aussi parfois compliqué avec des places d'élus qui sont partout, et où il y a moins de battage, on va dire,
médiatique ou de mobilisation d'assauts pour être là pour la défense d'autres associations. Et on a des libertés associatives qui sont très bafouées. Et sur la question des montées, pas la politique, mais des idées d'extrême droite, la ruralité, c'est à mon avis un terreau aussi parce que les assos ne peuvent pas toujours jouer leur rôle. Moi, je le vis dans les centres sociaux, mais si on ne parle pas des grosses assos, on a des fois du mal à exister parce que j'aurais plein d'exemples à vous donner de libertés bafouées, mais qui ne sont pas forcément remontées. Grenoble a été interpellé. Oui, en effet, j'étais interpellé. Je trouve il y a plusieurs choses et je voulais partager avec toi parce que je trouve super intéressant de penser les dispositifs d'interpellation, l'interpellation et même comme mesure de protection face à la répression ou aux restrictions des libertés associatives ou d'opinion, d'expression tout court. N'importe quel habitant ou association ou groupe qui soit opposé à une décision municipale ou une autre publique. Et après, justement, tu as avancé cette idée des parallélismes entre le remboursement des frais de campagne, justement pour développer cette protection, c'est renforcer la capacité des groupes ou des associations qui peuvent accompagner l'expression d'une opposition à des pouvoirs politiques, à des décisions publiques. Je me suis dit, on rentre dans ce paradoxe. Non, c'est presque tout ce qu'on a parlé là-dedans et que justement, en fait, si je pensais, là j'ai mis ma tête d'administrateur, je dis, OK, imaginons un dispositif qui permet de faire des frais de remboursement en une association sur des campagnes d'interprétation. Et je me suis dit, OK, on pourrait rentrer dans les logiques d'une association qui fait des extraits scolaires, dans lesquels on va déterminer une base des subventions pour le fonctionnement du projet, des extrascolaires, mais aussi une variable selon l'effet quantitatif. Par exemple, comment j'ai déployé, combien d'enfants j'ai reçus dans mes activités extrascolaires. C'est qui va déterminer le niveau de la subvention, ça va être faire pour les associations sportives ou plein d'autres choses. Pour déterminer un critère objectif dans lequel la collectivité pourrait se baser pour donner la subvention. Durant dans cette logique-là, j'aurais déjà fait une vision très quantitativiste de l'effet de la mobilisation de l'association. Parce qu'on rentre dans cette sorte de presque marchandisation des nombreux comptes pour l'appréciation de la valeur de la mobilisation citoyenne qui a été accompagnée par l'association. D'autre côté, je me suis dit, bah, si j'ai fait ça, donc il va falloir que je fasse quoi? Un appel à projet. Parce que justement, la subvention n'est pas, l'utilisation de la subvention ne peut pas être ciblée pour l'association. Je ne peux pas dire à l'association, je te donne de l'argent, mais tu l'utilises pour ça. Je donne à l'association, en fait, une subvention, elle va l'utiliser dans le cadre de ses missions, mais je ne dois pas, en tant qu'acteur public, les cibler l'usage de la subvention. C'est illégal, ça peut être répréhensible. Et donc, en fait, et dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on fait les appels à projets et les objectifs, les conventions d'objectifs et des moyens doivent être très généralistes. Et je me suis dit, je tombe encore une fois, et dans l'autre piège dont on a parlé, les appels à projets, l'orientation, la mobilisation, vous voyez, et je reste là parce qu'en fait, l'intuition, elle est bonne. Je trouve que l'intuition, elle est bonne. Et quand je rentre dans la machine de la modalité pratique, je rentre dans le piège, je me suis dit, veux que, parce que, au fait, finalement, ce n'est pas par les financements et la puissance publique, le renforcement de ces financements pour les campagnes, qu'on va protéger mieux les associations. Peut-être la réponse, elle est ailleurs. Et cette réponse, elle est ailleurs, à mon sens, et justement, dans les développements, et tu l'as dit en fait, le plus dur, ce n'est pas tant qu'on soit réprimé par les institutions ou des acteurs politiques qu'on sait qu'ils vont nous réprimer, parce qu'on est contre eux. C'est les coups de côté. C'est ce qui se passe à l'intérieur aussi de cet environnement associatif. L'autonomisation du monde associatif et la capacité à tenir ensemble, en fait, je pense que par là, il y a d'autres pistes à développer et pas seulement dans les liens avec l'institution. Voilà. Merci.
J'aime bien l'optimisme. Franchement, ouais. Optimisme méthodologique. Pessimisme de la raison. Optimisme. Pour répondre presque à Diego, mais en gros, et si en fait le fonds d'interpellation, par exemple, il était accolé à un droit d'interpellation et tu atteint un certain nombre de signatures et tu as tes remboursements de frais de campagne à partir de ça, et du coup, tu n'as pas d'appel à projet, mais par exemple, tu as atteint ton deuxième palier d'initiative citoyenne, ben, en fait, ça te permet de débloquer une subvention, comme c'est le cas en fait en Allemagne, ils ont des campagnes de référendum, signatures, etc. Et du coup, ça. Oui. La collectivité ne crée pas du droit. Donc, on ne sait pas les droits. En fait, nous, on ne crée pas du droit. Donc là, effectivement, en fait, on ne pourrait pas faire ça. On ne crée pas du droit. Et là, on devrait passer par d'autres modalités. Ça, c'est le législateur qui permet ça. Et là, on n'est pas dans le cas. On n'est pas, même en ce moment, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas en Suisse, on est en France. Par exemple, à Poitiers, ils ont débloqué une partie de leur budget, participatif, et donc cette partie-là peut être redistribuée à des collectifs d'habitants qui pourraient en fait financer des campagnes d'interpellation. Alors, parce qu'ils sont délégués certainement des financements à une association qui les porte, parce qu'on ne crée pas et financer c'est ça le principe. directement, parce que en fait c'est une. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, en complément, parce qu'on travaille ensemble à Poitiers, du coup, il y a un autre enjeu qui est que c'est le centre social qui accompagne la lutte. Mais le centre social perçoit des subventions de la mairie. OK? Du coup, si elle accompagne le collectif en question à mobiliser ce fonds, elle ne peut pas. Parce qu'elle est déjà subventionnée. Et donc, ça nous a posé une question pratique qui était que le collectif a fini par ne pas mobiliser le fonds. Parce qu'il n'y avait pas, effectivement, de fait, la possibilité de le mobiliser. Ouais. Et en plus, avant ça, justement, pour que ça puisse être applicable, il faudrait que la collectivité, donc au Poitiers, fasse un appel à manifestation d'intérêt pour déterminer quelle association souhaite porter ces projets, ensuite, sans avoir la mainmise sur l'action de l'association, déployer, laisser l'argent à l'association pour qu'il puisse distribuer au collectif. On ne peut pas les faire directement. Après là, ça, oui, ça. Pour moi, quand même, l'élément marquant même avant ça, ce sont l'accès, en gros, l'accès aux salles, toutes les ressources matérielles qui sont disponibles ferait déjà énormément de différence avant de trouver la solution technico-juridique pour ce fonds d'interpellation. Ouais. Déjà, en parlant des locaux collectifs résidentiels, d'avoir accès à la base de ce qui est censé être déjà inscrit, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on réfléchit à des dispositifs qui existent déjà et qu'on n'arrive pas à mobiliser. Et du coup, on va recréer. C'est ça quand même, j'aime. Oui. Mais que du coup, on réfléchit à des modalités d'accès à des choses qui sont censées être après l'accès aux salles, l'accès aux biens. Donc, ça veut dire que comment on ne fait pas de droit, mais qu'on fait quand même respecter l'existant pour garantir vraiment qu'il y ait de la Je vais donner un exemple très clair, l'accès aux salles. Donc, effectivement, l'accès aux salles, on a le droit de donner la gratuité aux salles pour les associations, mais pas pour des individus. Donc, ce n'est pas un collectif. Mais par contre, on peut trouver la manière de le faire. Comme on ne peut pas les donner à un individu, une personne physique, et il faut qu'on fasse une révérence. Donc, il faut payer, qu'on loue la salle. Donc, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que les personnes qui vont prendre des salles, donc, comme je gère, donc, c'est 8 € pour l'accès à toutes les salles. Donc, une personne doit assumer la responsabilité, donc la vie là-bas, et on donne 8 € parce qu'on ne peut pas les faire gratuitement. Et c'est un tarif qui est donné pour les partis politiques en période de réserve électorale, de payer tout ça. En fait, on s'est aligné sur ce qui est la valeur locative minimale et d'une salle à l'heure pour un parti politique comme la période de réserve, mais à l'année pour un collectif habitant. Et ça nous permet d'ouvrir toutes les salles. Une fois que tu as délibéré ton règlement, et grâce à la liberté de réunion, nous, administration, on ne peut pas refuser l'accès à la salle. Donc, tu peux la réserver et on a les droits. Ça arrive quand même. Ça c'est fait. Ça arrive. Non, mais après, je te dis, moi, je fais. Donc, pour moi, Oui, vous êtes bien, vous. Mais normalement, la loi exige, parce qu'en fait, tu ne peux pas entraver la liberté de réunion. Sauf pour la loi. En public. Et là, c'est fait. Bah, si la salle n'est pas disponible, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est pour ça,
Alors, nous, pour éviter cette laisser la salle. Oui, alors, pour éviter ça, c'est pour ça que nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en ligne les disponibilités de ça, donc vous les voyez au direct. Diego, peut-être, de toute façon, moi là, ça, au-delà de ça, la question clé, et pour l'accès aux salles, et c'est pareil, ce que dit Audrey, l'ennemi, en gros, les salles existent, l'ennemi, c'est l'arbitraire. Aujourd'hui, ce qui empêche des assos de localité HLM nouvelles d'émerger, ou même, je ne sais plus, dans ce qui a été dit, on disait, l'État hiérarchise, je fais une négociation au moment, l'État hiérarchise en donnant à certains la reconnaissance d'intérêt public. En gros, ce qui est terrible dans tous ces systèmes, c'est l'arbitraire d'État. C'est l'arbitraire institutionnel en gros, donne à certains ou d'autres, parce que dans ce cas-là, le seul critère fondamental qui est en jeu, c'est la loyauté. La loyauté à l'institution ou autre. Et du coup, cette logique-là, en gros, et qui est affinée, qui est effectivement de baser ça sur des critères quantitatifs, de penser tout plein de trucs d'exercice des libertés associatives à partir de ce dispositif un peu vieux, mais qui a quand même une histoire en plus révolutionnaire assez marquée. En fait, les premières pétitions contre le roi, elles s'inscrivaient aussi là-dedans. C'est effectivement remplacé par un critère quantitatif. C'est plein de biais et ça a un problème. Mais un des biais que ça n'a pas, c'est l'arbitraire. Et du coup, ça fonde quand même un jeu en donnant un jeu qui est assez facile à comprendre en plus pour tout le monde. C'est un jeu populaire, la pétition. Et en gros, ça ouvre effectivement la possibilité peut-être de donner accès aux ressources publiques sur un critère qui ne soit pas la loyauté au système. Et du coup, pour moi, c'est là tout l'enjeu, au fond. C'est de penser subvention, ça ou autre, mais de penser quelque chose que l'octroi de la légitimité à avoir des ressources publiques ne soit plus basé, quel que soit le dispositif sur l'arbitraire, mais sur des critères objectifs. Et c'est ce qui est intéressant dans l'élection avec plein de biais, c'est qu'en gros, indépendamment du truc, le NPA, le RN ou je sais pas, parti, eh ben, ils ont leurs ressources publiques sans que personne vienne juger leur truc. Et on pense que le pluralisme est bon pour la démocratie. Et donc, défendre les contre-pouvoirs, quelque part, ça demandera, et à mon avis, c'est possible, on n'est pas si loin, d'inventer en gros ce type de jeu qui va clarifier les règles du jeu et qui donnera envie à un grand nombre de gens d'y encourager, ce qui fait que ce ne sera pas les militants les plus vénères prêts à se prendre des coups, mais une habitude, une pratique populaire que quand on a quelque chose qui ne va pas, on fait une pétition, on s'engage dans l'institution locale et avec cette dynamique locale, bah, en fait, on changera un peu fondamentalement ce système qui est de la démocratie que de mots, mais qui est basé fondamentalement sur la loyauté à ceux qui tiennent les institutions. Donc, on va voir effectivement ce qu'on arrive à faire pour aller le plus loin possible à Grenoble. On va voir ce qu'on veut faire l'année prochaine et si on arrivera à convaincre David Guiraud s'ils prennent la mairie d'utiliser ce dispositif et puis les assos à santé. Merci Adrien pour ton optimisme. Je ne vous invite pas de conclusion, mais je trouve ça intéressant quand même de dessiner la perspective de nouveaux droits pour protéger les libertés associatives et qu'à défaut de pouvoir changer le droit à l'échelle nationale, il y a quand même malgré tout des choses qu'on peut faire au niveau local et infra-juridique qui peuvent permettre au fond de constituer ce qu'on appelle de nos voeux et là qui devient un peu concret en fait, ces espaces et ces villes-refuges face à l'autoritarisme. Là, ça prend une tournure concrète et je trouve ça vraiment intéressant. Merci à tous et toutes d'être restés jusqu'au bout de ce colloque. On se retrouve pour de futures échéances. Le 10 décembre prochain, grand colloque à Arcueil sur la création de la démocratie d'interpellation. Et à partir de janvier, on va reprendre nos séminaires mensuels avec l'Observatoire des libertés associatives qui sera aussi en ligne, à Paris cette fois-ci également. Et donc, on va essayer de continuer à réfléchir à ces questions pour œuvrer à la transformation sociale et à la démocratie. Merci.